on enlève toute dignité aux personnes qui meurent du Covid. Et ça, c'est très dur. Mon papa, donc, qui était plutôt bien, donc est rentré à l'hôpital donc le 27 octobre, dans la nuit du lundi au mardi. Et en fait, il a eu tout simplement des symptômes d'AVC, alors que c'était vraiment des symptômes graves du Covid, mais on a pensé au départ que c'était un AVC. Donc, il a été directement admis en soins intensifs. En soins intensifs, il a été placé sous oxygène parce que de base, mon papa avait déjà un cancer du poumon. Donc, il avait déjà une capacité respiratoire qui était déjà plus faible qu'une personne qui était déjà en bonne santé. Et donc, ça, c'était le mardi. Et le jeudi, en fait, on a tout simplement eu un appel en nous expliquant, en fait, les machines à oxygène n'étaient plus suffisantes, n'étaient plus adaptées par rapport à l'infection Covid, et que la seule solution qui se présentait à lui, c'était d'être placé dans le coma. Mais il voulait pas parce que parce qu'il a clairement dit, parce que j'ai fait la demande des dossiers médicaux, il a clairement dit si on me met dans le coma, je sais que je vais crever, je ne reverrai pas mes enfants et ma femme. Donc, en fait, ils nous ont appelés. Ils nous ont appelés et ils nous ont demandé en fait de le convaincre d'être placé dans le coma, en nous expliquant que de toute façon, c'était la seule solution qu'on avait pour espérer avoir une amélioration de son état. Et il refusait, donc ils ont demandé à ma maman en fait de venir. Donc c'est la seule, on n'avait pas le droit de visite, mais c'est la seule chose qu'ils ont acceptée parce qu'ils refusaient ce soin-là. Donc elle a dû y aller, elle est rentrée en soins intensifs pour lui dire fais-le, c'est la seule chance qu'on a, donc il faut que tu le fasses. Et après, en fait, donc ça, c'était le jeudi après-midi et ils nous ont dit, voilà, on se laisse encore quelques heures pour voir, puisqu'il est vraiment réfractaire à ça, pour voir comment ça se passe. Et, euh, et à 4 heures du matin, ils nous ont téléphoné en nous disant, voilà, là, on n'a vraiment plus le choix, il n'arrive plus à respirer seul. On vient de le placer dans le coma. Il vient d'être transféré donc au CHU de Dijon parce qu'il était à l'hôpital de Beaune. Il n'était pas habilité à, donc à avoir les patients donc en réanimation et donc il a été transféré à Dijon. Donc, dans la nuit, ils ont transféré directement quand ils voulaient le mettre Oui, en réanimation. ouais, c'est ça. Et donc, à partir de là, à partir du moment où il est en réanimation, la question, c'est plutôt l'échange, du coup, la prise de nouvelles avec vis-à-vis de l'état de santé, du coup, de ton papa qui était en réanimation. Comment est-ce que ça se passe au niveau des remontées d'informations de la part des soignants? Et une fois par jour, donc de préférence l'après-midi, parce qu'effectivement, le matin, il y a des visites des médecins, il y a les réunions, il y a les réunions de crise Covid, donc c'est très compliqué. Donc en général, c'est un appel par jour vers 17 heures avec l'infirmière qui nous fait en fait un point, un bilan quotidien. Donc, il nous explique les soins qui sont faits, comment est-ce qu'il réagit aux soins et l'état, en fait, l'état du jour, quoi, tout simplement. D'accord. Ensuite, c'est vis-à-vis des visites, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment, Alors, il y a, est-ce que c'est possible, disons, de rompre un peu cette barrière et de retrouver un petit peu de physique et de présence autour de lui? non, il n'y a pas eu, on n'a pas eu droit de visite, ça a été dès le départ, hein, déjà quand il était en soins intensifs, alors qu'il était conscient et il venait juste de partir à l'hôpital, euh, ça a été très clair, interdiction des visites. Donc, même ce qui se fait dans certains hôpitaux avec des tablettes, des visios, nous, on n'a pas eu ça. Donc, la seule chance qu'on avait, c'est qu'au moment où il avait encore sa conscience et qu'il était réveillé, il avait son téléphone, donc on pouvait s'envoyer des textos. Donc, c'est là où vraiment on avait des messages et qu'on avait pu dire ce qu'on pouvait dire à travers des textos. Mais
C'était vraiment clair, on n'avait vraiment pas du tout le droit de visite. Et quand il a été placé dans le coma, donc quand il a été transféré à Dijon, c'était pareil. Il n'y avait pas du tout. Donc là, c'était pareil, la même chose qu'à Beaune, un appel, un appel par jour pour savoir ce que donnait l'état du coma et pas de visite possible, si ce n'est donc la dernière, parce que c'était fini. Et donc là, on nous a appelés en nous disant le vendredi, écoutez, voilà, on a tout fait, on a tout essayé. Il n'y a pas d'issue possible. Si vous souhaitez le voir, c'est aujourd'hui. Voilà, ce sera plus possible après. Et c'était dans un appel? En fait, là, ça a été un appel, oui, en début d'après-midi. En général, c'était nous qui appelions. C'était pas eux qui nous appelaient. D'accord. Donc, c'est toujours la famille d'appeler pour avoir des nouvelles quotidiennes. Et là, cette fois-là, donc c'est eux qui nous ont appelés donc en début d'après-midi en nous disant, écoutez, voilà, il a fait 2 arrêts cardiaques cette nuit, ses reins sont en train de lâcher et c'est des appels, voilà, c'est terminé, c'est des signaux de fin. Donc, si vous souhaitez le voir, ce sera aujourd'hui ou ce sera plus possible. Donc, c'est la seule fois où on nous a accepté en fait une entrée en réanimation. Pour lui dire. Et donc, il était encore en coma artificiel à ce moment-là? Oui. Et ce qui est quand même assez marquant, c'est le côté distance et un petit peu mis à l'écart vis-à-vis d'une personne qui t'est chère, hein, forcément. C'est ça, en fait. Et cette distance avec tes autres proches, enfin, par quels moyens vous avez essayé justement de combattre cette distance et d'y remédier? Bon, le problème, c'est que on est complètement désarmé. On est désarmé parce que on est face déjà à l'inconnu, qui est la maladie, à la vitesse à laquelle elle va, parce que ça va vraiment très, très vite. Et au-delà de ça, c'est qu'en fait, quand tu as quelqu'un au téléphone une fois par jour sur l'espace de 3 minutes, mais qui est déjà une personne qui est déjà très sympathique hein, et qui te répond, mais tu sais que cette personne-là derrière, elle court. Elle est déjà, elle te répond parce que c'est son travail et parce elle se doit de le faire et qu'elle reste une personne humaine, mais elle n'a pas le temps de passer une demi-heure avec toi au téléphone. Donc, elle te répond parce qu'il faut te répondre. Donc, tu sens que, tu vois, c'est vraiment juste pour avoir la nouvelle du jour. Mais tu n'auras pas plus, quoi. Donc, tu es désarmé parce qu'on te dit, bah voilà, donc là, il est dans le coma. Alors, vous comprenez, le coma, c'est 6 heures sur le ventre, 6 heures sur le dos. Mais quand il est sur le dos, il répond pas. Donc, on le remet sur le ventre. D'accord. OK. Et autrement, bah écoutez, de toute façon, pour l'instant, c'est comme ça. Moi, je vous remercie. Au revoir, à demain. Voilà. C'est la discussion du jour, elle était comme ça. Donc en fait, c'est difficile, tu es complètement désarmé, tu as l'impression en fait d'abandonner la personne, mais clairement, hein, enfin moi j'ai ce sentiment de culpabilité d'avoir laissé mon père seul, et comme ma maman, comme mes frères et sœurs, parce que tu sais que cette personne, elle a besoin d'avoir sa famille, d'avoir ses proches, de se sentir soutenue, même si au fond de lui, il le savait. Mais tu peux pas physiquement être présent, tu peux pas physiquement lui tenir la main, lui dire que voilà, il faut être fort, il faut y aller, il faut y arriver. Et ça, c'est compliqué. Mais c'est compliqué dans les deux sens. Je pense que les personnes qui sont en réanimation aujourd'hui, sans être dans le coma, qui sont déjà en soins intensifs, c'est déjà très difficile. Et d'avoir une présence physique, ne serait-ce que une fois tous les 2 jours, mais de savoir qu'il y a quelqu'un qu'on connaît, qui fait partie de nous, qui fait partie de notre vie, vient nous rendre visite, ne serait-ce qu'une demi-heure, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Et dans les deux côtés, on a besoin de ça. Que ce soit la personne qui est à l'hôpital ou les familles qui sont de l'autre côté et qui attendent, parce que l'attente, elle est interminable. C'est un peu contre nature, c'est le sentiment que j'en ai. C'est évident qu'il y a enfin, c'est terrible, oui, dans les deux sens. Et je pense que, comme tu dis, les soignants aussi, pour eux, ça doit être
terrible Mm. aussi. À la période actuelle, il doit y avoir un peu une détresse des deux côtés. Bien sûr. C'est pour ça que l'idée première, hein, de réapproche de Viana, un peu de créer une sorte de plateforme qui permettrait d'améliorer vraiment la communication entre les soignants et les familles des malades pour avoir des nouvelles plus fréquemment qu'une fois C'est par ça. jour via un Mm. coup de fil parfois un peu froid avec quelqu'un qui est lui-même pressé. Comment est-ce que tu penses qu'un tel système, ça pourrait améliorer le bien-être des soignants et des familles de malades en réanimation? Bah, moi, je pense qu'aujourd'hui, alors c'est vrai qu'au début, c'était compliqué, on savait pas trop où on allait. C'est vrai que c'est quelque chose de vraiment pas évident à gérer pour le personnel soignant. Mais je pense qu'aujourd'hui, on sait, voilà, j'ai envie de dire, leur quotidien à eux, il est rythmé par tout ça. Et je pense qu'en mettant un planning en place par famille, une personne qui rentre en service réanimation, euh, je pense qu'ils peuvent mettre un planning en place. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, par exemple, pourquoi pas tous les 2 jours se dire la famille A, elle vient pendant 1 heure, la famille B, ça va être le matin je sais pas moi, de 11 heures à midi, la famille C, c'est l'après-midi de 14 à 15. Mais pour pas non plus qu'il y ait un flux perpétuel dans le service, parce que c'est hyper compliqué pour le personnel soignant. Ça, il faut aussi en être conscient et on n'est pas là non plus, ils sont là pour aider les patients. Il ne faut pas leur mettre des bâtons dans les roues. C'est important aussi qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Mais en même temps, on sait qu'une personne qui est en réanimation a besoin de soutien pour s'en sortir. Donc là, on va pas sans l'autre. Donc voilà, je pense qu'un planning est tout à fait gérable et par les familles, parce qu'il faut que les familles elles le respectent aussi. Ça c'est, mais je pense que dans une condition pareille, elles sont prêtes à l'accepter. Enfin, moi je veux te dire personnellement, j'aurais tout accepté si on m'avait donné une demi-heure, même 10 minutes par jour si j'avais dû faire. Enfin voilà, 1 heure de route pour aller à l'hôpital et pour le voir 10 minutes, je l'aurais fait. J'aurais pris ce qu'on m'aurait donné. Donc voilà, je pense que les familles, elles sont prêtes à faire aussi des concessions de leur part pour pouvoir voilà, respecter un planning qui serait mis en place par l'hôpital. Et ce serait la meilleure chose pour tout le monde. Enfin, il y a plein de choses à améliorer dans ce sens, hein, c'est l'objectif de réapproche. D'autant plus que c'est inédit un peu comme situation, puisque je dirais avant la pandémie, il était quand même possible de rendre visite à des malades qui étaient Ouais, en réanimation, etc. Que là, c'est un peu je dirais un retournement de situation un peu dans le monde hospitalier et de devoir mettre un peu des barrières autour des malades et des soignants, en quelque sorte en les laissant dans leur bulle. Ça peut pas être quelque chose de bon enfin, pour les malades, leurs familles, et puis même pour les soignants, il y a des choses à améliorer. ils savent que le patient ne peut pas avoir sa famille et on sent vraiment oui, qu'ils se substituent aux familles. Mais ça leur coûte aussi, je pense. Émotionnellement, ça doit vraiment leur coûter. Si effectivement ils essayent d'un peu de se substituer et d'accompagner comme eux ils peuvent les C'est malades, ça. ça doit être aussi épuisant Tout à pour eux, fait. et c'est pas non plus Mm. je dirais quelque chose qui est sain pour eux de faire ça avec plusieurs patients, etc. C'est ça. Si tu as envie de parler de certaines choses que mes questions n'ont pas spécialement évoquées, sur la réanimation, l'expérience, la manière dont tu l'as vécu à travers ton père, etc. Après, sur la réa, c'est vrai que j'aurais que ça à dire, c'est qu'effectivement, c'est essentiel de vraiment, il faut que Réapproche arrive à instaurer ça. C'est de nouveau des visites aux patients parce que c'est important pour les familles, c'est primordial, c'est vital, c'est c'est essentiel pour chacun. Donc vraiment, en ce qui concerne la réa,
il y a que ça en fait qui ne va pas parce que le reste fonctionne bien, et ils font ce qu'ils peuvent, ils vont jusqu'au bout des soins. C'est vrai que sur toute cette partie-là, on peut pas faire de reproches, vraiment. C'est vraiment bien. Après, nous, on a eu, j'ai envie de dire, aussi le deuxième effet qui se coule, et là où Réapproche ne peut pas intervenir, en tout cas aujourd'hui, mais peut-être que ça en découlera plus tard. C'est que nous, bon, bah, la fin n'a pas été heureuse. Mon papa en est décédé, mais il faut savoir qu'après, il y a vraiment quand même de communication entre les services. C'est-à-dire que entre le service de réanimation et le service chambre mortuaire, il n'y a pas de communication qui est réellement établie. Et ça, c'est vraiment un problème, moi, je trouve, aujourd'hui, j'en ai fait part. C'est que il faut savoir que quand on est allé voir mon papa le vendredi, donc ils nous ont dit de venir parce que c'était terminé, on l'a vu, et nous, on avait vraiment en tête que si ça allait arriver le lendemain ou le surlendemain, on le reverrait. Mais quand on est arrivé, du coup, ben, en fait, on est parti de l'hôpital, et 1 heure après, à peine il s'est éteint. On nous a dit, en fait, le service réa nous a dit, ben voilà, il faut vous présenter demain matin à la chambre mortuaire à 8h30. On s'est présenté à 8h30. Mon frère, qui n'avait pas pu voir mon papa, est arrivé de Bretagne. Il a roulé toute la nuit pour être là. À 8h30, on nous a dit, bah non, vous rentrez pas parce qu'il est Covid. Donc, on ne vous présentera pas. Et ça a été très, très dur. Ça a été très, très dur parce que là, je pense que le service de réanimation aurait dû nous dire, voilà, écoutez, il est décédé. Malheureusement, on ne pourra pas vous le présenter après. C'est pas possible. Dès qu'il sort de notre service, il sera plus présentable à la famille. Mais ça, on nous l'a pas dit. Et ça a vraiment été difficile. Ça a été très, très difficile pour tout le monde. Et à la chambre mortuaire, ça a été pareil. On n'a pas été bien reçus du tout parce qu'il était Covid. Là, on a vraiment senti ce manque d'humanité, l'impression qu'on était des pestiférés. Enfin, c'était violent, vraiment d'une violence, mais on avait l'impression qu'on avait vraiment passé une autre catégorie, quoi. Et ça a été très, très compliqué à vivre. C'est impossible de faire le deuil corporel, entre guillemets, ne serait-ce que de Tu le peux voir pas. une dernière fois. C'est des choses qui ne sont pas autorisées quand le Non, patient est mort du coronavirus, du coup. c'est ça. Et tu vois, si ça, on m'avait dit le vendredi, on nous avait dit, parce que ça aurait été le cas de mes frères et de ma maman, si on nous avait dit le vendredi après-midi en partant, ben voilà, si ça arrive là ou ça va arriver dans quelques heures, vous ne pourrez pas le revoir après, on aura attendu toute la nuit à l'hôpital pour l'embrasser une dernière fois. Parce que faut savoir que c'est quand même assez choquant, en fait, hein, de rentrer en salle de réa, de voir son papa, ou pour une autre personne, ben, sa femme, son enfant, son mari, sa femme, bref. Une personne qui est branchée de partout, avec toutes ces machines autour. Tu rentres dans une autre dimension. Et ça, c'est assez compliqué, en fait, comme image, quand on n'est pas dans ce milieu-là, et tu restes avec cette image-là. Que justement, quand la personne décède, après, bah, tu la vois, elle est propre, elle est habillée, elle est en paix, elle est sereine. Et quand une personne meurt du Covid, eh ben, tu n'as pas droit à ça. Tu n'as pas droit à ça. Ça, on te l'enlève complètement. La personne, elle meurt du Covid, elle reste avec sa blouse d'hôpital, elle est mise dans un sac mortuaire, et on la pose comme ça dans un cercueil directement. On la lave pas, on l'habille pas. Il n'y a pas de dignité, en fait. On enlève toute dignité aux personnes qui meurent du Covid. Et ça, c'est très dur. C'est violent. Et ça, c'est quelque chose que toi et tes frères, du coup, ta famille, surtout j'ai cru comprendre que tu avais un frère qui avait fait énormément de route, que vous auriez aimé savoir en fait avant, ça allait pas être possible Bah, enfin, bien de sûr. le revoir, de lui dire au revoir une dernière fois, d'avoir une dernière image de lui.
d'un père qui est, oui, comme tu as dit, qui est serein, et qui est en paix. Mais oui, si on nous avait dit, bah non, écoutez, vous ne pourrez pas le voir, ce sera pas possible, on pourra pas vous le présenter. Mon frère aurait pas fait la route en plein couvre-feu à prendre des risques inutiles. Il aurait pris la route le lendemain matin et il serait arrivé, voilà, je vais pas dire plus serein parce que ça a tellement été d'une violence que de toute façon on peut pas être serein dans des moments comme ça. Mais, euh, mais il aurait été plus prudent. Et là, il s'est vraiment dépêché parce qu'il voulait absolument dire au revoir à son père et on lui a enlevé ça. On lui a enlevé ça. Donc, ouais, c'est. Et là, je pense qu'il y a un réel manque de communication au service réa sur l'après. Je sais pas, c'est peut-être pas de leur ressort, hein, mais je pense qu'il devrait y avoir quand même un minimum de choses dites, préparer en fait les familles à ce qui se passe après. Parce qu'en fait, les familles sont pas prêtes à ça. Les familles ne savent pas. Alors aujourd'hui, on commence à en parler, mais les gens qui vivent ça, en fait, ne sont pas au courant de tout ce qui se passe derrière. Donc, une fois on est au service réa, donc bah, quand on a de la chance de pouvoir y aller, bah, c'est parce que c'est fini. Donc, on vous laisse rentrer. Vous avez affaire à des gens qui sont vraiment très gentils, qui sont agréables, qui sont à l'écoute, qui prennent leur temps en plus. Hein. On peut même pas dire le contraire. Mais par contre, on nous dit pas ce qui se passe après. Et malgré tout, je pense que tout est lié. C'est déjà très compliqué. Cette maladie, c'est quand même un virus qui est assez violent. Je pense que le service de réal, le médecin, quand on l'a vu, on a fait un dernier point. Il aurait peut-être dû nous dire, bah, écoutez, voilà, à partir du moment où voilà, on va arrêter la machine, tout va s'arrêter. Je tiens à vous préciser que il ne sera plus possible de le voir, qu'il va être transféré à la chambre mortuaire, mais que vous n'aurez pas la possibilité de le voir parce que on a un protocole sanitaire qui l'exige. C'est comme ça, mais au moins on le sait, on est préparé. On se prend pas ça en pleine tête le matin à 8h30, comme si on était des pestiférés, qu'on arrivait avec la peste et qu'on nous dit ah là, non, non, il a le Covid, vous rentrerez pas, vous passerez pas la porte. C'était vraiment ça, quoi. Donc ça a été vraiment très moyen.